Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des deux GOAT du monde des échecs, à savoir Magnus Carlsen et Garry Kasparov. Et on va particulièrement se focaliser sur Magnus Carlsen. Alors Magnus Carlsen qui a une carrière absolument incroyable. Vous savez, là récemment, il a gagné ses deux derniers titres de champion du monde, donc au championnat du monde de Blitz et au championnat du monde de rapide qui s'est déroulé en Ouzbékistan, donc en décembre dernier. Donc effectivement, Magnus Carlsen, qui selon moi est le joueur le plus talentueux et le plus fort de tous les temps, eh bien, dans cette vidéo, on va voir justement ses débuts à Magnus, puisque là, donc comme vous le voyez sur la photo, Mini Magnus, il a seulement 13 ans et il va affronter pour la première fois dans une partie officielle Garry Kasparov. Donc ça se passe en l'an 2004 à Reykjavik lors d'un rapide. Ils ont eu un mini match rapide. Donc il y a eu deux parties rapides seulement qui ont été jouées. Bon, Garry Kasparov étant évidemment toujours le big boss de l'époque, il a gagné le match 0,5 à... Non, il a gagné le match 2, enfin de deux parties, donc il a gagné le match 1,5 à 0,5. Et il y a quand même eu des parties hyper intéressantes. On va surtout voir la partie où Magnus Carlsen a failli battre quand même l'un des deux GOAT. Du coup, en considérant Magnus lui-même, il a failli battre l'autre GOAT des échecs. Donc, Garry Kasparov, c'est une partie absolument incroyable, surtout par le fait que Magnus, à cette époque, n'a que 13 ans. Donc on est en 2004, Magnus, à cette époque, n'a que 13 ans, c'est absolument fou. Donc Magnus a seulement un elo de 2484, comme vous pouvez le voir à l'écran, et donc il a réussi à annuler Garry Kasparov. Donc évidemment, on va pouvoir se poser la question de comment Magnus en est réussi, en est finalement on est arrivé là, c'est-à-dire comment il a pu être aussi fort qu'il est aujourd'hui. Et bien évidemment, ça commence par dès son plus jeune âge, et là on va voir du coup une autre démonstration de son génie. Donc c'est parti. Magnus donc qui commence par le coup D4. D5 de la part de Garry Kasparov, C4, C6, donc c'est une slave. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, E6. Et là, donc, les blancs ont joué fou G5. Donc, il s'agit de la variante Cambridge Springs, de la slave, avec donc cavalier BD7. Et vous allez voir, donc, sur E3, les noirs font le coup très vraiment typique de cette variante de Cambridge Springs, à savoir Dame A5. Alors, quel est le but de Dame A5? Eh bien, c'est si à un moment donné, le cavalier F3 part de la défense du fou G5, eh bien, on va pouvoir prendre un C4 et gagner tout simplement le fou. Bon, évidemment, ça ne va pas arriver dans la partie de Magnus contre Garry, mais en tout cas, ce coup Dame A5 est extrêmement intéressant pour essayer de contre-attaquer le placement du fou G5 qui est optimal, lui, donc pour les blancs. Cavalier D2, on interpose le cavalier donc sur cette diagonale pour éviter que le cavalier C3 ne soit cloué, parce que évidemment dès que le coup Dame A5 a été joué, maintenant une autre menace est cavalier E4, puisque ça profiterait à la fois du clouage du cavalier C3 et à la fois ça attaquerait le fou G5. Donc cavalier D2 a joué Magnus. Ça part la menace cavalier E4. Fou B4 de la part de Garry Kasparov. Dame C2. Petit roc. Fou E2. Les deux camps se développent tout à fait normalement. Et c'est là que Garry Kasparov joue le coup E5.
Donc le coup très, on va dire, offensif, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de pions qui sont en contact au centre. Et voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais je suppose que donc Garry Kasparov veut créer vraiment du contre-jeu tactique. Et bah, on va voir que ça va se retourner contre lui finalement. Petit roc, E prend D4. Alors, effectivement, il faut éviter de reprendre tout de suite, de faire des coups automatiques tels que E prend D4 tout de suite. Et Magnus a fait ce coup cavalier B3 qui est un très bon coup. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un coup intermédiaire qui évidemment attaque la dame et va tout simplement reprendre le pion en D4 un peu plus tard. Donc sur dame B6, il y a eu E prend D4. Mais finalement, ce coup cavalier B3, bah, c'est toujours utile de gagner un temps sur la dame tout en protégeant le pion D4. D prend C4, fou prend C4. Là, donc, on obtient un pion isolé. Donc, vous savez, un pion isolé, c'est un pion qui ne peut être défendu par ses compères les pions sur les colonnes adjacentes. Les noirs qui font A5 essayent de se débarrasser de ce cavalier B3 finalement, avec potentiellement un coup comme A4. Mais les blancs répondent par A4 évidemment pour parer bah, tout simplement A4 de la part des noirs. Dame C7, la dame n'avait plus vraiment d'utilité en B6. Tour A1, H6, fois H4. Et là donc, pour le moment, les deux camps ont joué la partie de manière très logique et de manière vraiment extrêmement bah, précise, tout simplement. Les deux camps font une très bonne partie pour le moment. Mais donc, c'est là où Garry, peut-être vraiment par, on va dire, volonté d'être offensif, fait la première imprécision. Donc, les noirs font ici fou D6. Alors, fou D6, je vous explique pourquoi j'ai mis point d'interrogation, point d'exclamation qui veut dire donc coup douteux. Eh bien, en fait, tout simplement, on va voir ce qui se passe dans la partie, mais finalement, le fou B4 était mieux en B4 que en D6. Alors, ça peut paraître un peu illogique, mais en fait, le fou B4, eh bien, ça cloue, on va dire, de manière évidemment pas de manière à attaquer le cavalier, hein, mais ça cloue quand même le cavalier C3 de manière justement à l'empêcher d'aller en E4. Donc ça c'est important. On va voir dans la suite de la partie que justement il va y avoir cavalier E4 et c'est pour ça que le fou était mieux en B4. Mais c'était évidemment pas évident à comprendre, mais bon, pour un joueur du calibre de Garry Kasparov, on peut tout de même dire que c'est une mini-faute. Il valait plutôt jouer cavalier B6 à la place. Donc vous allez voir que cavalier B6, c'est un coup qui a été joué dans la partie. Fou prend F6, cavalier prend C4, cavalier E4, voilà. Et là, sur cavalier E4, justement, il y a fou prend E1. Et là, c'est pas du tout la même chose. Vous allez voir, comparé à la partie, donc surtout retenez cette position. Comparé à la partie, donc ce fou prend F6, cavalier prend C4, c'est pas du tout la même chose. Donc là, dans la partie, il y a eu fou D6. Ok, attaque le pion H2, donc les blancs font H3, normal. Et là, cavalier B6. Cavalier B6, ça autorise le fou prend F6. Cavalier prend C4, là pareil, donc on est à égalité matérielle. Mais voilà, il y a quand même le fou F6 qui reste attaqué. Et potentiellement le cavalier C4 qui peut également se faire attaquer. Justement avec le coup cavalier E4. Donc regardez, cavalier E4, ça ouvre l'action de la dame. Et à la fois, bah, ça protège plus ou moins le fou F6. Parce qu'on va voir plus tard dans la partie, si jamais les noirs essayent de prendre le fou F6, eh bien, il y aura des réseaux de maths avec cavalier.f6 justement. Donc en fait, ce cavalier E4 est un coup multifonction qui est quand même bah, super intéressant pour les blancs. C'est pour ça qu'il valait mieux laisser le fou en B4 pour justement empêcher ce cavalier de venir en E4. Ok. Donc fou H2 échec, roi H1. Et là donc, à nouveau, les noirs commettent une faute. Alors c'est pas du tout une faute évidente à comprendre,
Mais bien sûr, bah déjà la position est hyper tendue, donc c'est pas voilà, c'est pas facile de faire un bon coup non plus. Alors, juste pour voir ce qui se passe, donc je vous ai promis qu'on allait voir ce qui se passe sur G.F6. Donc G.F6, regardez, c'est très joli. D'ailleurs, vous pouvez mettre pause et essayer. Donc là, je vous dis, il y a un mat en 4 coups. Vous pouvez mettre pause et essayer de voir si vous voyez justement le mat en 4 coups. Donc le mat en 4 coups, eh bien, il commence par cavalier prend F6 échec, roi G7, dame H7 échec, roi prend F6, dame prend H6 échec, seule case du roi c'est en F5 et là, un très joli tableau de maths avec le roi quasiment au centre de l'échiquier avec G4 échec et mat. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça en fait que le cavalier en E4, il fait un super bon job pour finalement défendre le faux F6, puisque ce faux F6 donc n'est pas prenable. Il y avait donc une autre variante et le meilleur coup pour les noirs ici, ça aurait été cavalier B6, le retour. Et sur G3, qui bah, finalement piège le fou en H2, hein, eh bien, il y aurait eu le coup de dame D7. Dame D7, ça attaque le pion H3. Donc, roi prend H2, dame prend H3, roi G1, G prend F6. Là, il n'y a plus le thème du mat parce que bah, évidemment, on ne peut plus faire G4 chez Kemat. Et en plus de ça, le pion H6 est défendu. Mais par contre, on va tout simplement faire Dame C5. Et là, il y a tout de même un avantage qui va au blanc. Parce que, eh bien, bon, n'oubliez pas que ce cavalier n'est pas vraiment en prise parce que ce cavalier est également attaqué. Et donc, il y a aussi évidemment, si le roi prend le cavalier, il y a évidemment la tour en prise que j'ai oublié de spécifier. Mais voilà, dans tous les cas, les blancs ont l'avantage dans cette position puisque le roi des noirs est quand même en assez mauvaise posture, c'est-à-dire que il manque quand même un pion devant le roi qui est absolument primordial. Donc là, bien qu'il y ait égalité matérielle, les blancs sont un petit peu mieux, bah justement grâce à la mauvaise posture du roi noir. Donc ça aurait été le meilleur coup pour les noirs. Ce que Garry Kasparov a fait dans la partie, c'est cavalier D6. Alors cavalier D6, c'est un mauvais coup. Pourquoi? Eh bien justement, grâce au coup qu'a fait Magnus, c'est-à-dire roi prend H2. Alors, roi prend H2, on peut se dire, ok, un peu bizarre, ça laisse cavalier prend E4 avec échec, ok, mais il y a un superbe coup d'interposition. Donc vous savez, les trois façons de parer un échec, on applique la règle du pif, hein, c'est-à-dire prendre, interposer et fuir. Bon là, en l'occurrence, il y a le coup qui est fou E5 qui interpose le fou à l'échec, qui est tout de même un très très joli coup, je trouve. Car évidemment, si le roi bougeait, eh bien le fou aurait été pris. Mais donc il y a ce coup de fou E5, interpose et attaque la dame en même temps. Cavalier D6 pour ne pas perdre le cavalier. Là, Magnus aurait pu prendre un très gros avantage avec D5 directement. Il a fait Dame C5 dans la partie, mais voilà, D5, a priori, ça prenait un gros avantage parce que non seulement en fait D5, ça va attaquer le pion C6, mais en plus de ça, ça libère la case D4 pour le cavalier. Le cavalier qui menace même potentiellement d'aller en B5. Et regardez, il y a le clouage sur le cavalier D6. Par exemple, si je fais un coup vraiment hyper random du genre G6, eh bien là, il y aurait cavalier B5, puisque la prise du cavalier n'est pas possible à cause de la dame qui est en prise. Donc ça, c'est quand même très, très joli comme thème tactique qu'on n'a pas trop l'occasion de voir, je trouve. Et donc, bah là, le cavalier B5, bah, ça gagne tout simplement le cavalier D6. Donc, ce cavalier D4 qui pose énormément de problèmes. Le coup qui, on va dire, continue la partie pour les noirs, c'est Dame D7. Et là, on va tout simplement prendre un C6 deux fois. On a un pion de plus. Et donc, sur le coup de tour 8, on va tout simplement faire tour D1. Regardez, on met la tour en vis-à-vis du cavalier et de la dame.
Dame F5, seul coup pour ne pas perdre une pièce. Et là, on échange les dames tout simplement. Et on va faire fou C3. Et finalement, ce pion est indéfendable. Donc on va se retrouver avec tout simplement 2 pions de plus. Nul doute que pour un joueur du calibre de Magnus Carlsen, cette partie est probablement gagnante. Ok, ça il faut garder ça en tête parce que par rapport à la partie, normalement c'est pas si différent, mais la différence majeure donc par rapport à la partie, c'est que eh bien vous allez voir donc ici D5 a été fait également, mais en fait ici les dames vont être gardées, c'est-à-dire que D prend C6, B prend C6, Cavalier prend C6, tour E8. Ici voilà, on a toujours les dames. C'est ça, en gros, la différence majeure par rapport à la partie. Donc, tour D1, dame E6. Et là, il y avait un tout dernier coup avec les blancs pour essayer de garder l'avantage. Et c'était fou C7. Alors, fou C7, c'est assez incroyable comme coup. On peut se dire, non mais, ça sert à quoi fou C7? C'est n'importe quoi. Mais en fait, fou C7. En gros, là, ce que veulent vraiment faire les noirs, c'est le coup fou B7. Ils veulent finir leur développement, tout simplement. Et tout simplement, voilà, essayer de poser des problèmes aux blancs tout en développant leur pièce. Logique. Sauf que le coup fou C7, tour F1, ça a été joué dans la partie. Le coup fou C7, ça empêche fou B7. Pourquoi? Eh bien, regardez, c'est très joli, très esthétique, mais sur fou B7, il y aurait la fourchette avec cavalier D8. Magnifique, je trouve. Magnifique. C'est littéralement l'une des rares fois où on verra un cavalier en D8. Littéralement, avec plein de pièces sur l'échiquier. Et finalement, voilà, ce cavalier D8 qui, quand même, est très dangereux. Alors, à noter que du coup, si la dame bouge, par exemple, en E4, eh bien, on prendra le fou. Et là, donc, dans cette partie-ci, dans cette variante-ci, pardon, on fera tout simplement tour des 7. Et donc, l'idée, c'est que là, c'est un gros avantage blanc parce que déjà, le cavalier F5 est attaqué, mais en plus de cela, les pièces sont vraiment hyper actives. On va taper sur F7. Non, là, c'est absolument... en fait, c'est carrément perdant. Carrément perdant parce que les pièces blanches sont juste beaucoup trop actives. La tour en D7. La dame en C5, le fou en C7, ça fait un excellent job et les noirs ne peuvent tout simplement rien faire. Donc ce coup fou C7 aurait été vraiment dommage, ça aurait été pas mal joué du tout. Mais voilà, il se trouve que Magnus n'a malheureusement pas fait fou C7. Il est passé si près, si près, si près de la victoire contre Garry Kasparov à seulement 13 ans. Mais bon, il a fait à la place, donc tour F1 qui paraît hyper logique, vraiment un coup pour défendre ce fou. Mais donc là, ce fameux fou B7. Et là, on va se retrouver dans une position voilà, de fou de couleur opposée. Et du coup, là, ça y est, les noirs se créent des menaces. Donc, plus ou moins obligé d'échanger les dames avec dame G4. Et à partir du moment où on a échangé les dames, c'est quand même beaucoup moins facile de gagner dans une finale de foot couleur opposée. Même si évidemment Magnus a tenté, hein, mais c'était pas suffisant. Dans cette finale de foot couleur opposée, voilà, on échange encore une paire de tours. Évidemment, le but des noirs, c'est d'échanger un maximum de pions. Et donc voilà, ce tour B8 qui oblige l'échange du pion B contre le pion A. Et là, il n'y aura plus que le pion A, mais malheureusement, voilà, ça va pas être suffisant. Même si Magnus a tenté, mais avec une bonne défense, normalement, ça devrait aller. Voilà, la tour qui s'active en B2. La tour qui vient du coup derrière le pion. La tour est parfaitement placée vraiment dans sa position optimale. Parce qu'à chaque fois que la tour partira de la défense de la première rangée, eh bien, il y aura un coup comme fou et fin. D'où le placement vraiment optimal de la tour en A2. Et donc là, les noirs qui attendent un petit peu.
Et voilà, ça y est, fou F1, fou F2. La nulle a été signée puisque le pion va être tout simplement pris au prochain coup. Donc voilà, cette très belle partie de Magnus Carlsen, cette partie justement qui, je pense, a contribué, en tout cas à lui donner la confiance pour devenir vraiment champion du monde. Il a rivalisé avec, du coup, à l'époque, le meilleur joueur de tous les temps, Garry Kasparov, alors qu'il n'avait que 13 ans. Rendez-vous compte, c'est absolument incroyable, je trouve. Alors, je vais vous montrer du coup une autre photo mignonne du petit Magnus. Voilà, là, il serre la main à Garry. C'est probablement dans la partie retour de leur match, puisque là, je vois que Magnus avait les pièces noires. Donc encore une fois, Garry, bien qu'il ait gagné leur mini-match 1,5 à 0,5, et ben, il a sué, hein. Et vous l'avez vu dans cette partie, justement, Garry a vraiment sué. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bah, une très belle démonstration de toute de tout le talent de Magnus Carlsen et même du fait que même à 13 ans en fait finalement il n'en avait rien à secouer de jouer contre le plus grand joueur de tous les temps. Il voulait le battre. Malheureusement ça n'a pas été fait à cette occasion-ci, mais c'est vrai que c'est pas si souvent que deux GOAT des échecs se rencontrent. Et là donc c'était l'une de leurs très peu nombreuses rencontres que du coup on a savouré en regardant cette partie analysée et commentée. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, je voulais aussi dire un grand merci à mes 3 tipeurs désormais. Vraiment, ça me touche énormément. Et bien sûr, si vous voulez toujours aller faire un tour sur ma page Tipeee, n'hésitez pas, c'est en description plutôt avec cette main-là, parce que sinon vous ne voyez pas. C'est en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Je vous remercie grandement, en tout cas, de me suivre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Ça m'aide à me développer, évidemment. Et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de ce type-là. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo un peu historique, parce que c'est vrai que moi j'adore les échecs et j'adore tout ce qui est aussi côté un peu culturel et tout ce qui est côté voilà, histoire à raconter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo et puis on se revoit très très bientôt. C'est ciao!